Bonsoir, bien me retrouver. Chaplin a réouvert le Capitole et ce soir on a une première, des avant-premières qu'on va pouvoir vous proposer lors des prochains mois. Ça va être un programme extrêmement riche, de nouveaux films, des films évidemment du patrimoine aussi, et ça nous fait chaud au corps de pouvoir réouvrir cette programmation ce soir avec un cinéaste qu'on aime beaucoup, dont on suit la carrière depuis longtemps, l'équipe de la Cinémathèque, mais aussi l'équipe qui travaille aujourd'hui à la Cinémathèque qui était avant au festival de Locarno. Il s'agit du nouveau film d'Eugene Green, dont vous avez peut-être vu il y a quelques mois, toujours ici au Capitole, La Sapienza, que la Cinémathèque a pu diffuser sur tout le territoire suisse. Ce soir, on a préparé cette soirée en compagnie d'un distributeur qui a eu le courage, et je le remercie, José Michel Buller d'Adoc Film, d'avoir pris le risque de prendre ce film et de le distribuer en Suisse. Il va sortir demain en Suisse romande, notamment au cinéma ici à Lausanne et au cinéma Grütli à Genève. Donc merci à Doc Film. Il est rare vraiment de pouvoir compter aujourd'hui en Suisse sur des distributeurs qui prennent vraiment le risque de diffuser, de montrer des films qu'autrement on a surtout la possibilité de voir dans les festivals ou dans les manifestations de cinéma. Le film que vous allez voir, il a été présenté au dernier festival de Berlin, donc il y a déjà un petit moment, et c'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de vous représenter un cinéaste, poète, écrivain, un grand artiste, Eugene Green. Alors, avec Eugène, on partage des passions pour le cinéma, pour l'art, pour le baroque, n'est-ce pas? Et donc, bien retrouvé, bienvenue Eugène. Merci d'être là avec nous. Merci Kika. Je n'ai pas grand-chose à dire avant le film. Après, j'aurai pas mal de choses à dire, si vous voulez rester. Voilà, je suis très content d'être là. Je remercie la Cinémathèque, je remercie Michel Buller, le distributeur suisse, et puis je vous souhaite une bonne projection et à tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Petite question pour briser la glace, vu qu'on est en Suisse. À propos de la ponctualité qui est un signe de faiblesse pour la réussite dans la vie, pourquoi? C'est quelque chose simplement que j'ai constaté personnellement. Moi, je n'arrive jamais à être juste à l'heure et que je déteste être en retard, donc je suis toujours en avance et je n'ai pas réussi dans la vie. Et j'ai remarqué que les gens qui réussissent dans la vie arrivent en retard sans s'excuser. Donc voilà, c'est juste une observation personnelle. C'est une observation personnelle, peut-être suggestion. Alors Eugène, après un exil de presque 10 ans, disons, à peu près, hein, je pense, tu avais tourné La religieuse portugaise à Lisbonne, après avec La Sapienza, tu étais surtout à Rome, tu reviens enfin dans ta ville d'adoption à Paris pour tourner cette parabole, je dirais, ce récit initiatique. Est-ce que tu peux nous dire tes sources d'inspiration, pourquoi tu as voulu raconter cette histoire? Et si je peux me permettre, au fond, je trouve que ça reste une belle histoire d'amour, en fait, une quête évidemment de l'amour paternel, mais ou de l'amour tout court. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est peut-être un film beaucoup plus accessible pour un public plus large, grâce au personnage de Vincent et de ce jeune homme. Cette histoire m'est venue comme pour toutes mes histoires de mes films ou mes romans, ça m'est venu comme ça d'ailleurs, le noyau de l'histoire et la volonté de raconter cette histoire. Je laisse toujours se développer l'histoire comme un mythe
puisque c'est l'essence même du mythe, d'être, pour les Grecs de l'époque classique, un mythe était un récit dont le simple déroulement comportait la possibilité d'une ou de plusieurs vérités. Donc moi je pense mythiquement, je pense en termes d'une histoire en fait, de narration. Je laisse l'histoire prendre son indépendance, se développer. Et puis je vois un sens comme tous les gens qui ont utilisé un mythe, ils ont arrangé le mythe pour donner un sens particulier, pour tirer un sens particulier de ce mythe qui en comporte plusieurs possibles. Et donc voilà, je l'ai développé ensuite. Et puis, bon, des personnages jeunes, il y en a toujours en fait dans mes films et dans mes romans aussi. Et disons que le personnage de Vincent me touche particulièrement. Ça n'a rien d'autobiographique, les gens s'attendent toujours à trouver des éléments autobiographiques. Je connais plusieurs cas comme celui de Vincent et Marie, c'est-à-dire que des femmes qui ont préféré élever un enfant seul plutôt que d'avorter, de détruire cet enfant, et qui ont été abandonnées par le père de l'enfant. C'est quelque chose d'assez courant à notre époque, mais je ne cherchais pas, voilà, c'est pas il n'y a rien de social ou mais c'est une histoire humaine, mais qui, comme toute histoire humaine pour moi, qui touche aussi au sacré, qui touche aux choses qui touche à ce qui donne un sens finalement au monde et qui lie tous les éléments du monde entre eux. C'est pas un point de vue très à la mode, et surtout pas en France, mais voilà, c'est comme ça que je pense. Non, je pense que j'ai assez parlé. Et donc, tu retrouves des acteurs avec qui tu avais déjà travaillé, Natacha Régnier, notamment Fabrizio Rongione. Mathieu, j'avais travaillé Mathieu avec lui. Mathieu avait eu un petit rôle, mais je trouve le personnage de Vincent, de ce jeune acteur, assez extraordinaire. Alors, on voit bien que tes acteurs ont l'habitude de rentrer dans ton univers et ils ont l'habitude à ton registre linguistique. Comment c'était de travailler avec un jeune acteur je crois c'était son premier film ou quasi son premier film. Voilà. Donc comment tu as fait pour le faire entrer dans ton monde? C'était surtout de trouver le bon acteur, ça c'était le bon... donc là, exceptionnellement, j'ai fait appel à un recruteur d'acteurs, et même spécialisé en enfants et adolescents. Et il m'a proposé un assez grand nombre. D'abord, je l'ai laissé travailler, mais en faisant... Moi, je ne fais jamais des essais au sens classique du terme. Je ne fais pas jouer une scène en la filmant, mais c'est surtout par rapport à une rencontre et puis ce que la personne donne en tant qu'être humain. Donc, j'ai vu un certain nombre de vidéos où des jeunes se présentaient simplement. Et puis, j'en ai rencontré certains, dont Victor. Et puis, voilà, ça s'est rétréci. Et là, à la fin, j'étais absolument sûr que ce soit lui. Donc, c'est à la fois un jeune. Quand je l'ai rencontré, il avait 16 ans. Et au moment du tournage, 17 ans. Il était en classe de première, dans un lycée à côté de Paris, en section littéraire. Ça devient assez rare. Et c'est quelqu'un, à la fois, il a tout, c'est tout à fait un jeune de sa génération, mais il est assez atypique de beaucoup de façons, notamment pour son âge, il est très cultivé et il a une très grande finesse. Et donc, il a compris spontanément, il n'avait jamais vu un de mes films, mais même avant que je fasse le choix définitif, il a vu plusieurs de mes films, il a lu certains de mes livres, et il a toujours des jugements qui sont à la fois les jugements de quelqu'un de très jeune, mais toujours très, très fins, très percutants. Et donc, j'ai travaillé avec lui, en fait, comme avec les autres. Il était complètement dedans.
il était un peu angoissé par le fait de travailler avec ces acteurs très connus. Mais eux, ils étaient un peu impressionnés par la façon dont ils jouaient, avec, à la fois en respectant absolument mon langage, ce que je demande aux acteurs, mais en même temps avec un grand naturel et une grande sensibilité. Donc effectivement, si j'avais fait un mauvais choix, le film ne tiendrait pas debout. Donc, tu fais dire à la secrétaire très personnelle du personnage d'Oscar que, attends, mais non, je me rappelle pas exactement la phrase, la réussite est, attends, c'est comment la polyvalence. Voilà, la réussite est de la polyvalence. C'est la polyvalence, c'est le secret de la réussite. Voilà. Tu es un artiste polyvalent. Oui, mais pas de la même façon. Non, bien sûr, justement, mais pourquoi tu as choisi le monde littéraire pour un symbole de comment dire, d'une certaine modernité, d'une certaine vulgarité d'aujourd'hui? Parce que, bon, il s'agissait de... je voulais que ce soit... Bon, ça aurait pu être des banquiers ou des hommes d'affaires dans un autre domaine, mais je voulais que ça touche plutôt au domaine culturel pour montrer à quel point la culture à notre époque est pervertie. Comme j'avais déjà épuisé le monde de la musique baroque et du théâtre dans le Pont des Arts, j'ai dû choisir un autre milieu. Et bon, il se trouve que par mon activité, donc le monde de la musique et du baroque et du théâtre, j'ai connu à une certaine époque de ma vie quand je travaillais dans ces milieux-là. Et puis actuellement, depuis le début du 21e siècle, je travaille dans le milieu du cinéma et dans le milieu, disons, j'écris, et pour être publié, on doit avoir un minimum de contact avec le monde de l'édition. Moi, je le restreins vraiment au minimum absolu, parce que c'est le milieu du cinéma, il y a des choses aussi qui ressemblent à ça. Mais le cinéma, c'est quelque chose de plus large et on peut trouver des gens, même quelqu'un comme moi, peut trouver des gens avec qui j'ai des affinités. Et quand je vais par exemple, dans une queue de coq cinématographique, je finis toujours par trouver quelqu'un avec qui parler et en me sentant plus ou moins à l'aise. Tandis que les fois où je suis allé dans une queue de coq littéraire, je me sentais comme Vincent. C'est un monde qui est comme il y a moins d'argent qui circule, que la concurrence est beaucoup plus grande, donc les pitbulls ont des mâchoires encore plus fortes. Et du coup, il y a quelque chose, c'est encore plus étriqué et plus corrompu d'une certaine manière. Puisque pour pouvoir rendre l'édition rentable, les éditeurs sont à l'affût, en France en tout cas, ça marche. C'est assez particulier la France pour ça, pas seulement pour ça, mais pour ça, il faut qu'ils aient des prix littéraires. Et donc il y a tout certaines... Par exemple, en particulier une grande maison d'édition très prestigieuse qui me publiait à un certain moment, ça ressemble vraiment à une cour, une petite cour d'un petit État italien au XVIe ou XVIIe siècle. C'est vraiment la cour de Louis XIV, sauf que c'est plus petit, c'est plus et très mesquin. Donc voilà, mais pour moi c'était quelque chose de plus général bien sûr. D'ailleurs la preuve c'est que beaucoup de gens des milieux culturels français qui n'ont aucun rapport avec l'édition se sentent visés et qui prennent assez mal ces scènes-là. Et à propos du milieu du cinéma, que tu côtoies aussi bien évidemment, je crois que cette production était quand même plus ambitieuse au niveau économique, donc de la production par rapport à tes films précédents, donc ça coûtait plus cher le film. Est-ce que donc tu as ressenti à cause de ça des contraintes?
Non, mais en fait, ça peut paraître plus ambitieux financièrement, mais les conditions étaient un peu meilleures que pour La Sapiens, mais ça c'était vraiment mais par exemple, c'était le même budget à peu près que pour le Pont des Arts. Bon, des années plus tard, donc effectivement ça vaut moins, mais c'était un film à petit budget quand même. Donc Amalric n'a pas demandé le budget comme pour le 007. Il s'adapte voilà. Mais disons que oui, tous les acteurs ont fait un effort pour ça, et j'ai souffert plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire toujours du manque de moyens, puisque les producteurs comptaient sur un budget beaucoup plus important. Et il y a eu de mauvaises nouvelles à propos du financement, juste avant le tournage. Et donc, c'était le choix entre annuler le tournage et le reporter, mais si ça avait été reporté, on aurait perdu certains des acteurs. Victor ne pouvait pas tourner pendant l'année scolaire, donc peut-être qu'il aurait été trop vieux. Donc ça aurait été vraiment très dur. Ou bien que moi j'accepte qu'on coupe des séquences. J'ai réussi à négocier, les producteurs aussi étaient de bonne volonté, mais la séquence que je regrette le plus, c'est quand Victor fait un cauchemar et il se réveille. Mais le cauchemar, on devait le voir, et c'était un cauchemar dans une forêt avec des loups. Et récemment, j'ai beaucoup souffert, c'est parce que le film d'Alain Guéroudi qui sort en ce moment, là, il y a des choses très bien, d'autres choses que je trouve moins bien dans ce film, mais la plus belle séquence pour moi, c'est une séquence avec des loups, et ce sont les mêmes loups qui auraient joué dans mon film. Ton film. Oui, donc c'est un peu frustrant. Est-ce qu'il y a des questions pour Eugène Green? Pourquoi ce langage très lent, un peu pas naturel? Je vais répondre, mais ça fait 16 ans que je réponds à cette question. Donc Oui, mais il y a aussi de nouveaux spectateurs qui découvrent ton cinéma. Oui, mais on peut trouver sur Internet la réponse. Mais c'est que c'est lié tout à une conception du cinéma. Je cherche au contraire la réalité, mais ce qu'on appelle réel dans des films dits réalistes n'est pas réel du tout. Les acteurs parlent avec des intonations qui viennent du théâtre psychologique, et c'est très très différent de la façon dont vous parlez normalement. Mais moi, ce que je cherche dans le cinéma, c'est en filmant, puisque n'importe quel film de cinéma, à moins que ce soit un dessin animé, et pour moi les dessins animés c'est très bien, mais c'est pas vraiment du cinéma. Mais sinon, n'importe quel film de cinéma, ce sont des choses réelles, du monde qu'on appelle réel, qu'on filme. Mais si vous voyez dans un film la même chose que vous verriez en sortant dans la rue, c'est vraiment pas la peine d'entrer dans une salle de cinéma. Donc pour moi, l'essence du cinéma, la spécificité du cinéma, c'est de pouvoir montrer aux spectateurs, dans des fragments captés de la réalité, une autre réalité qui est cachée dans cette réalité et que dans notre vie quotidienne, nous ne voyons pas. Et c'est une réalité d'ordre spirituel, que ce soit dans un être humain ou dans une pierre ou dans un paysage. Il y a toujours un élément spirituel, mais normalement, surtout dans notre monde contemporain, on n'y est pas sensible. Donc, le but quand je filme des acteurs, le but du texte, ce n'est pas de faire de dupliquer une scène qui pourrait se passer dans une cuisine ou dans la rue, mais de faire ressortir de l'acteur son intériorité, ce qui est caché au fond de lui, les choses les plus personnelles, les plus profondes et donc les plus réelles. Et donc je leur demande et les dialogues sont écrits comme ça. Et je ne cherche pas à reproduire le langage quotidien, mais à concentrer dans un minimum de mots, un maximum de sentiments forts, en utilisant des mots très simples. Je travaille beaucoup les dialogues pour ça.
Et donc, quand les acteurs disent ces dialogues, ce que je veux, c'est que ces mots provoquent en eux des choses très profondes, très fortes, et que ça devienne appréhensible pour vous, spectateurs. Donc, je leur demande de parler comme s'ils parlaient à eux-mêmes, pour qu'il n'y ait aucun effet de rhétorique, parce que dès qu'on commence à chercher à convaincre quelqu'un de quelque chose, il y a l'intellect qui intervient, et l'intellect coupe le flux de cette intériorité que je recherche. De la même façon, c'est pour ça que j'écarte complètement toute tentative d'interprétation psychologique, parce que dès que l'acteur cherche à reconstituer un état psychologique d'un personnage qui n'est pas lui, il pense sans cesse. Et donc, il y a ce que vous voyez quand vous voyez jouer un acteur psychologique, vous ne voyez que son intellect. Tandis que moi, je voudrais que vous ressentiez son intériorité, que son intériorité devienne appréhensible, clairement appréhensible. Voilà. Pour les détails, il faut soit lire mes livres, soit aller sur Internet. Mais par rapport à ça, comment tu te positionnes vis-à-vis du cinéma des Frères Dardenne qui ont coproduit ce film, qui à l'apparence est à l'antithèse, est exactement à l'opposé de ton oui, mais en cinéma. Fait, non, parce que eux, ils aiment beaucoup mon cinéma et c'est réciproque, parce que eux, par des moyens tout à fait différents, ils recherchent la même chose. Ils recherchent l'intériorité. Et il arrive à l'intériorité. Ils utilisent aussi beaucoup de références culturelles, mais contrairement à moi, ils les cachent. Par exemple, un de leurs derniers films que j'aime beaucoup, le gamin au vélo, ça c'est Luc Dardenne qui l'a dit. Quand, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais dans la première scène où il y a un contact entre cet enfant et une jeune femme qui va s'occuper de lui, il traverse en courant une salle d'attente et il lui tombe dans les bras. Et pour Luc Dardenne, c'est une figure d'une pietà. Et que ce film se termine pas peut-être de la même façon que des choses miraculeuses dans mes films, mais ça se termine par un miracle, ça se termine par une résurrection. Parce qu'un enfant qui est tombé d'un arbre, qui est visiblement mort, tout d'un coup, il se lève comme ça et il s'en va. Et tous les films des Frères Dardenne, ça aussi, c'est beaucoup mieux caché, donc ça passe beaucoup mieux en France, mais il y a un fond chrétien qui est très très fort, à la fois par des références et surtout par une croyance qui est sous-jacente dans leur film. Est-ce qu'il y a encore une question? Messieurs, alors il faut juste oui, faire arriver le micro, comme ça on vous entend bien, merci. C'est une question naïve, mais je suis curieux quand même de savoir ce que vous pourrez dire. Est-ce que vous vous considérez comme un cinéaste engagé? Est-ce que vous voulez changer le monde? Parce que d'un certain côté, il me semble que vous allez pas mal à rebrousse-poil d'une certaine idéologie qui est très présente en France en ce moment. Et puis en même temps, j'ai l'impression que votre cinéma n'est pas un cinéma de grand public. La salle ici n'est pas pleine. Enfin, c'est peut-être un peu ardu pour certaines personnes que de vous suivre jusqu'au bout, justement parce que c'est très profond, etc. Du coup, quand on voit vos films, on hésite entre quelqu'un qui a un objectif de style qui est au service d'une réalité à faire émerger, et puis aussi une volonté, ou un chagrin de ne pas pouvoir changer le monde, mais d'espérer pouvoir. Comment vous vous positionnez entre ces deux pôles que je vois dans vos films? Je ne suis pas engagé au sens des cinéastes engagés des années 70, par exemple, dont plus personne ne regarde les films. Parce que je ne pense pas qu'en faisant un film, on va faire soit susciter une révolution ou faire un grand bouleversement politique. Mais je pense effectivement que le monde est dans un sale état et que le seul moyen que des œuvres d'art puissent changer le monde, c'est de changer intérieurement les individus.
Et ces individus, forcément, ne sont pas la masse, puisque quand il y a des changements dans une civilisation, ce n'est jamais quelque chose de global, c'est toujours une minorité qui propose quelque chose dont finalement la majorité attend. Et c'est ça qui permet des évolutions, bonnes ou mauvaises. Alors, je vois difficilement comment le monde peut évoluer dans un sens plus mauvais. Si, enfin, on est vraiment... Mais disons que mon seul engagement politique, il se trouve que je vote à gauche ou même à extrême gauche, parce qu'il y avait un truc un peu bizarre dans votre question. Je ne sais pas à quelle idéologie vous faisiez référence, mais mon seul engagement concret dans la politique dans les années 70, j'étais très actif et militant dans un groupe écologiste. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun parti qui représente l'écologie, puisque les gens, en tout cas en France, les écologistes français sont des caricatures de petits gauchistes des années 70, et l'écologie, c'est juste une façade. Mais je pense que l'écologie ne peut avoir un sens et ne peut triompher si on ne sait pas de la spiritualité, parce que les deux sont liés. Il se trouve que entre La Sapienza et Le Fils de Joseph, j'ai réalisé un documentaire qui est seulement sorti en festival pour le moment. C'est un documentaire sur les Basques, parce que les Basques parlent beaucoup. D'abord, c'est le peuple le plus ancien d'Europe, et ils ont conservé en grande partie une culture qui est très différente des cultures environnantes, et qui est en quelque sorte une contre-culture. Et j'ai même écrit un livre qui va être publié en 2017, où je propose la culture basque, en tout cas comme matière de réflexion, et même en partie comme un contre-modèle pour la civilisation européenne actuelle. Et une des caractéristiques de la civilisation basque, c'est qu'ils sont très écologistes, mais aussi parce que pour eux, la nature est sacrée. Ils ont conservé en partie leur ancienne religion de pré-chrétienne, qui est intégrée dans le christianisme, mais qui reste comme mythologie, comme folklore, mais c'est quelque chose de réel pour beaucoup de Basques. Et cette mythologie est une sacralisation de la nature. Donc je pense que si mes films touchent même un public minoritaire, mais que dans certains cas, ça peut provoquer des réflexions ou même encore mieux des changements intérieurs, ce serait une petite contribution à l'évolution du monde. Et dans ce cas, je serais très content. Merci. Merci. Alors, je rajoute juste un petit élément, si tu me permets, Eugène. C'est vrai, on estime que le cinéma d'Eugène Green est un cinéma d'auteur, dans le sens qu'il a son propre style, sa propre empreinte, et puis il a une cohérence dans son discours et dans son parcours narratif cinématographique, et c'est ça qui nous parle. Le fait que ce soir il y avait peut-être pas beaucoup de monde, c'est aussi qu'on ouvre en fait la nouvelle saison cinématographique, mais je peux vous assurer que j'ai assisté à beaucoup de projections des films de Eugène Green, surtout dans les festivals, parce que c'est aussi à ça que sert le festival, qui était franchement bondé. Donc je pense que le fait qu'il y a ce soir pas beaucoup de monde n'est pas forcément symptomatique de la réalité et de son cinéma. Je pense au contraire que son univers a plusieurs niveaux de lecture, et c'est ça qui parle en fait au public. Merci. Eugène Green, merci beaucoup. Moi, j'espère qu'on va bientôt te revoir quand même ici avec ton prochain projet. Entre-temps, on va relire ou lire tes livres, promis juré. Merci encore d'être venu. Merci à vous tous. Et à tout bientôt au Capitole avec la Cinémathèque.